te souhaite la bienvenue dans Bien avec soi, le podcast créé pour te permettre de passer d'une vie subie à une vie choisie, dans la pleine expression de ton potentiel et surtout en toute autonomie. Je suis Marie Perron, coach pénaliste certifiée, et dans ce 23e épisode, nous allons voir ensemble comment changer le regard que l'on porte ou que l'on peut porter sur les notions de bien et de mal. Alors aujourd'hui encore, je suis en train de marcher. Je me rends compte que je suis très créative lorsque je marche et donc j'ai une réflexion qui me tourne dans la tête depuis plusieurs semaines déjà et que j'avais envie de partager avec toi. Donc j'ai simplement allumé mon micro et commencé à parler, donc j'espère que ça va te plaire. Cette réflexion est la suivante, c'est celle que plus j'avance dans mon développement personnel, plus j'accompagne également aussi, moins je crois à une vie en noir et blanc. Et donc plus je crois en fait aux nuances. Je crois de moins en moins à une notion de séparation pour croire de plus en plus à une notion d'unité. Alors, bien sûr, ce que je te propose ici, c'est pas la vérité, puisque selon mon point de vue, la vérité réside en chacun et chacune d'entre nous. Mais j'ai vraiment envie de te transmettre ici un regard, mon regard en l'occurrence, sur la vie et sur ce sujet plus particulièrement. Donc ce que je te propose, c'est de t'ouvrir à ce regard juste le temps du podcast pour en saisir ce qui résonne en toi et laisser le reste cheminer ou non à l'intérieur de toi. Donc en fait, ce à quoi je t'invite ici, c'est à sortir du premier degré pour simplement entendre un autre point de vue que le tien, un point de vue issu d'une expérience marquante et profonde et qui a vraiment à cœur de te montrer un chemin possible vers la paix intérieure et la joie d'une vie libérée et non pas délivrée mais équilibrée. Donc, à mon sens, comme je te le disais, la séparation, la notion de séparation de moi et du reste, donc de toi et du reste, n'existe pas. Et tout de suite, j'ai envie de te citer en fait une nouvelle fois cet adage évangélique que j'aime beaucoup, qui dit que tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Et cet adage, selon moi, il est là pour nous rappeler que tout, absolument tout, est à l'intérieur de nous et ne fait qu'un. Nous, justement. Et donc, en l'occurrence, le bien et le mal en font également partie. Et je pense que se détourner de l'un au profit de l'autre, c'est se détourner d'une partie de soi-même et donc d'une partie de la vie et de l'expérience que nous avons à faire avec elle. Puisque si je devais visualiser la chose, en fait, pour moi, le bien et le mal sont les deux faces d'une même pièce. Tu as déjà entendu ça des millions de fois, j'imagine. Mais concrètement, ça veut dire que lorsque tu tiens le bien entre tes mains, au même moment, tu tiens également le mal. C'est juste qu'en fait, tu tiens la pièce de façon à ne pas voir l'une ou l'autre de ces deux faces. Donc en fait, indubitablement, dans le bien réside un petit peu de mal et dans le mal réside un petit peu de bien. Et une fois encore, c'est ce que nous enseigne le symbole du yin et du yang, à savoir qu'il ne peut y avoir de lumière sans ténèbres, il n'est pas possible de créer quelque chose de nouveau sans détruire l'ancien, et que donc les deux doivent exister en harmonie et en équilibre. Une fois encore, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc rien ne disparaît véritablement au profit de l'autre, mais tout se mélange pour former un tout en fait. Et donc, ce symbole du yin-yang nous apprend que dans l'ordre, il y a un grain de chaos, sous-entendu que trop d'ordre devient chaotique, destructeur, ou que tout ordre a un peu de chaos inhérent à l'intérieur et que donc finalement, contrairement à ce que l'on voudrait nous faire croire, rien n'est absolument parfait. Mais il nous apprend aussi que à l'intérieur du chaos le plus profond, il y a toujours ne serait-ce qu'un petit peu de sagesse à trouver, ce qui suggère en fait qu'il y a de la valeur à rechercher dans le chaos, dans le sombre, dans l'obscurité, même si elle peut sembler extrêmement timide de premier abord. Et c'est la raison pour laquelle en fait la réintégration de sa pardon telle que je la propose dans mon programme d'accompagnement est si importante, puisque en fait elle permet de reconnaître en soi la présence de tout, de l'intégralité du tout en fait, de l'accepter, de l'intégrer et de fusionner avec toutes les parties de soi pour accéder enfin à cette fameuse meilleure version de soi-même. Et je mets des guillemets autour de cette expression parce que pour moi, la meilleure version de soi-même, c'est soi en fait. Dans notre complétude, c'est la version authentique, pleine et entière de soi, sans artefact ni aucun maquillage. Et donc, tout ça pour dire que, selon moi, donc, le bien et le mal n'existent pas. Ce ne sont rien de plus que des constructions sociales, des conditionnements dont le but est de nous faire marcher au pas et une vision subjective et héritée, finalement, des circonstances.
La notion de dualité, de polarité et d'opposé existe pour et dans absolument tout, dans chaque concept, dans chaque notion, dans chaque idée. Prenons par exemple l'exemple de la technologie. Elle peut être aussi bénéfique que meurtrière, puisqu'on peut l'utiliser autant pour cartographier des génomes et éradiquer certaines maladies que pour créer de nouvelles armes biologiques par exemple. On peut allumer un feu dans l'âtre de la cheminée pour réchauffer les siens et mettre un peu de lumière dans le salon, ou brûler des hectares de forêt pour générer du profit. On peut utiliser une arme à feu dans une pratique sportive ou alors pour tuer. Et donc, tous ces outils que je viens de citer et tous les autres que l'on utilise au quotidien ont cette dualité, ont ces deux possibilités, tant de faire le bien que de faire le mal justement. Et ces outils, au même titre que nos perceptions personnelles de ces concepts dualistes et opposés, ne sont rien d'autre que des outils justement. Et à mon sens, on ne peut pas baser la vie que nous expérimentons autour d'outils que nous utilisons dans l'ignorance que des forces opposées existent en tant que forces singulières. Et dont nous, en tant que sujet, définissons des aspects comme étant de telle ou telle manière, mais qui finalement ne le sont pas vraiment dans la réalité. Alors que pourtant, qu'on les définisse ou non, ces forces et lois de la nature opèrent. Ces forces et lois de la nature opèrent avec ou sans nos définitions d'elles, sous-entendu que tout est, même lorsque l'on ignore que les choses sont. Et c'est pas parce qu'on ignore que les choses sont que les choses n'existent pas. Et donc, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de pouvoir t'ouvrir le champ de tes perceptions, justement, et ton regard sur la vie, sur ce qui la compose, pour intégrer et pour accepter d'abord et intégrer le fait que tout est présent partout, tout le temps, au même moment. Et au-delà de ça, je suis de plus en plus convaincue que nos intentions ont un effet considérable sur cette petite tranche justement de réalité perceptible sur laquelle on porte notre attention et que l'on s'efforce de définir à travers notamment donc le bien et le mal. Et un exemple tout bête, est-ce que un acte malveillant sur une personne malveillante pour des raisons bienveillantes fait de cet acte un acte bienveillant? Est-ce que l'intention que l'on met derrière un acte rend cet acte plus ou moins bien ou mal en fait? Et j'ai presque envie de pousser l'idée un petit peu plus loin en te disant que le mal, entre guillemets du coup, est naturellement nécessaire. Il existe naturellement et il est nécessaire à la bonne marche de l'existence. Dans la nature, très régulièrement, on peut observer à quel point l'équilibre est nécessaire pour préserver la vie donc, et son fonctionnement, tels qu'ils sont. Et pour maintenir cet équilibre, le mal, une fois de plus entre guillemets, est absolument nécessaire. Le premier exemple là, qui me vient, c'est dans le monde des félins. Eh bien, on voit bien déjà dans les documentaires à la télévision qu'ils sont obligés de bouffer la gazelle. Ça peut paraître être de la torture, ça peut paraître être de la cruauté, mais est-ce que on peut identifier cet acte comme étant un acte du mal? Toujours dans le monde des félins, certaines mères mangent leurs petits lorsque ceux-ci sont trop faibles pour survivre. Chez certaines espèces d'oiseaux, eh bien, les petits vont pousser les œufs ou leurs frères et sœurs hors du nid pour être sûrs d'avoir plus de nourriture. L'araignée mange sa proie qu'elle a d'abord piégée et laissée étouffer dans sa toile. Je sais pas, le python. On croise tous les jours des pythons quand on va en rando. Évidemment, le python, il s'enroule autour de sa proie et attend patiemment de sentir le pouls de sa proie qui s'arrête pour pouvoir l'avaler tout cru. Et là, en tant qu'être humain extérieur à tout ça, il nous paraîtrait complètement insensé et totalement égocentrique de, je sais pas, par exemple, ruiner la toile de l'araignée pour tenter de libérer la pauvre bestiole ou de tenter de perturber le processus d'alimentation du serpent. Ce qui, là, en plus, particulièrement, pourrait être super dangereux. Mais ça, c'est un autre débat. Et on peut prendre un exemple peut-être plus proche de nous encore, par le biais de notre corps. Lorsque, par exemple, on est sous un soleil étouffant et que la température de notre corps augmente, eh bien, on commence à transpirer pour se rafraîchir. Et une fois qu'on s'est rafraîchi, que l'on est froid, eh bien, notre corps cesse de produire de la sueur puisque, en fait, elle n'est plus nécessaire. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction négative. Mais évidemment, on peut être soumis également à des boucles de rétroaction positive. Et une boucle de rétroaction positive naturelle pourrait être celle de l'accouchement,
Par exemple, lorsque la contraction se produit, l'ocytocine est libérée dans le corps, ce qui stimule davantage de contractions. Et donc le résultat obtenu, c'est une amplitude et une fréquence accrue des contractions qui finalement mènent à la libération par l'accouchement. Et finalement, historiquement, tout au long de notre évolution en tant qu'espèce, notre corps s'est adapté et perfectionné pour répondre à une seule et unique chose. À travers divers stimuli naturels, cette seule et unique chose, c'est l'autopréservation. C'est entre autres ce qu'on peut appeler la loi d'homéostasie. Notre corps et notre cerveau sont façonnés, sont perfectionnés pour ne faire qu'une chose, c'est se ramener à un point d'équilibre. Quand tu es malade, tu arrêtes de manger pour revenir à un état de santé. Quand tu es trop excité, justement tu tombes malade pour revenir à un état de stabilité émotionnelle. Donc, finalement, je me dis que chaque jour, nous sommes témoins, même de façon passive, du bien qui se transforme en mal. Et d'ailleurs, est-ce qu'on ne dit pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions? Et du mal qui se transforme en bien. Et finalement, on en est tous autant les observateurs que les acteurs, puisque comme je te l'ai dit tout à l'heure, tout se passe en même temps, au même moment, pour tout le monde en fait, et dans tout. Et c'est pour ça que je suis convaincue que notre rôle, donc à l'échelle individuelle, c'est d'atteindre un équilibre justement en nous-mêmes. De la même façon que notre corps se régule, il faut qu'on travaille à ce que notre psyché et donc tout notre univers intérieur se régule également. Et pour atteindre cet équilibre intérieur, selon moi, il est vraiment nécessaire de reconnaître donc toutes nos parts d'ombre. Donc nos parts d'ombre, c'est ce qui symbolise nos peurs, nos faiblesses, nos inhibitions, nos frustrations, nos castrations, nos désirs, nos idées, nos opinions ou talents refoulés, ou encore nos fantasmes les plus intimes. Donc reconnaître ces parts d'ombre, la présence de ces parts d'ombre et la manifestation de ces parts d'ombre en nous, et les embrasser comme une partie de soi, comme faisant vraiment partie de la totalité de ce qu'on est, plutôt que d'essayer de lui échapper en fait. Si je prends mon exemple, une boucle de rétroaction que je peux vivre, c'est que lorsque je vis du trop dans quelque chose, tout de suite je vais rééquilibrer en mettant du pas assez. Et dans les deux cas, le trop finit par me faire du mal et le pas assez finit par me faire du mal également. Si je prends un exemple sans l'accent, ce serait bien un exemple plus précis. Dans ma part d'ombre incontrôlée peut se manifester de l'égocentrisme. Donc, lorsque je ressens du trop au niveau social, eh bien, je me renferme dans de l'égocentrisme et du coup, j'agis en me regardant le nombril et au point parfois de ne plus du tout écouter les personnes qui m'entourent. Et donc, indéniablement, cette attitude finit par infliger des dommages émotionnels, par exemple, aux autres, plus de fois d'ailleurs que je voudrais bien le reconnaître. Donc ça peut s'exprimer à travers de la lâcheté, donc en fuyant certaines personnes, ou pourquoi pas en laissant s'échapper des paroles qui peuvent être perçues comme blessantes. Donc, même moi, ce que je veux dire, sans me mettre sur un piédestal évidemment, dans le travail que je fais sur moi depuis plusieurs années maintenant, et malgré les outils dont je dispose et que je mets en place quotidiennement, je fais encore face à ces dualités, et je suis convaincue que toi aussi, si tu fais un pas de recul et que tu te regardes avec honnêteté, tu peux trouver des exemples personnels de manifestations sombres de ton ego. Et d'ailleurs, j'ai vraiment envie de te poser la question, comme ça me permettra de me reposer un peu au niveau des amygdales et de te laisser réfléchir à ton tour. Est-ce que ton ego a déjà causé des problèmes, que ce soit aux autres ou à toi-même? Est-ce que la manifestation un peu sombre de ton ego a déjà abouti à des formes d'agression, une fois de plus dirigées soit contre toi, soit contre les autres? Et la réponse est oui. Quelle que soit la situation que tu vis aujourd'hui, et il n'est pas question de refaire en fait l'histoire de chacun, mais quel que soit ce que l'on vit aujourd'hui, on a déjà à un moment donné de notre vie au moins eu des comportements, des attitudes qui ont été blessantes ou vécues comme des agressions par les autres. Et j'ai vraiment envie de te poser la question aussi dans l'autre sens, donc qu'en est-il finalement de ta conception normale entre guillemets du bien? Est-ce que tu t'es déjà considérée comme si importante que tu n'avais que quelque chose à offrir? Donc est-ce que tu vivais sous une forme de complexe de sauveur ou à travers la croyance que ta merde pue moins que celle des autres? Et ici,
j'utilise la vulgarité, c'est fait exprès, j'ai envie de te piquer un peu justement dans ton ego pour que tu puisses te rendre compte que si quand on te pique, quelque chose te fait mal, c'est justement une partie sombre de toi qui réagit. Et partie sombre ne veut pas dire partie mauvaise, mais partie refoulée. Et la nuance est super importante. Donc, entends vraiment qu'à travers ces questions, il n'y a aucun jugement de ma part. Et je t'invite vraiment à y répondre avec la même attitude. Donc, pas de culpabilité, pas de honte, pas d'autoflagellation. Et vraiment, en fait, une observation neutre, factuelle et sincère de ce qui est ou de ce qui a été, en fait. Ces questions, elles sont là uniquement pour mettre en lumière que toi non plus, t'es pas parfait. Et vraiment, moi, je trouve que c'est génial. Ça libère d'un poids énorme, non, de se dire que finalement, tu n'es qu'humain et que personne, à part toi, personne ne te demande d'être parfait. Et je trouve que c'est ultra déculpabilisant et libérateur de comprendre et d'intégrer cette croyance. Et donc, pour finir, je pense qu'on peut considérer que le bien et le mal ne sont que le fruit de notre imagination, que ce sont des représentations qui, souvent, je trouve, sont particulièrement artistiques, voire même théâtrales parfois, de ce qui nous apaise et de ce qui nous fait peur. Et donc, je t'invite vraiment à reconnaître l'existence et la manifestation des deux en toi, de faire la paix avec ces deux parties de toi et de les réunir pour enfin être cette meilleure version de toi, qui est la version de toi qui est complète, qui est authentique et qui est entière. Et pour finir cet épisode, j'ai envie de te soumettre à un ultime exemple, sous forme de question, sous forme de mise en abîme, j'avais envie de dire, mais je ne sais même pas si c'est le bon terme, enfin bon bref, j'ai envie de te donner un exemple, une métaphore, puis je m'arrêterai après. Imagine que tu es pris en otage et que tes ravisseurs insistent pour que tu choisisses entre tirer sur 3 enfants ou tirer sur un vieil homme. Et que, quoi qu'il arrive, si tu ne choisis pas, ils tueront les 4. Quel que soit ton choix, si tu racontes l'histoire à quelqu'un, il est fort probable que tu passes pour un méchant. Que ce soit pour avoir choisi l'un ou l'autre ou pour ne pas avoir choisi du tout. Et ma question, en fait, relative à cet exemple, remet le doigt sur la notion d'intention, puisque est-ce qu'on peut réellement te blâmer alors que ton intention, au départ, n'était pas de tuer? Est-ce qu'on peut réellement te blâmer, donc te rendre coupable d'avoir fait le mal, alors que l'intention de tuer n'était pas présente chez toi? Voilà, j'ai envie de m'arrêter là et de te laisser à tes réflexions, parce que si je continue de marcher et de parler, on en a pour des plombes. Donc, je t'invite à pousser cette réflexion et à vraiment avoir ce regard sur toi qui, certes, peut paraître douloureux à avoir au départ, parce qu'on n'a pas envie de reconnaître en soi des parts qui sont sombres, des parts qui font de nous des personnes que l'on ne voudrait pas être. Mais une fois que tu as passé ce cap un peu douloureux et bizarre, c'est tellement libérateur de se dire que je suis juste humaine, je fais de mon mieux avec mes capacités, mes connaissances du moment, avec les circonstances qui se présentent aussi, et c'est ok, en fait. Donc, c'est vraiment le parcours que j'ai envie de te proposer, c'est vraiment celui de la libération et de la reconnexion à qui tu es vraiment dans ton intégralité, dans ta totalité, dans ton tout. Et si tu as vraiment envie d'aller plus loin, si cette notion t'intéresse, eh ben sache, comme je te l'ai dit au tout début, que du coup, le programme d'accompagnement de coaching que je propose intègre en très grande partie cette notion de rencontre et de réintégration de ces parts d'ombre. Donc, le lien pour prendre rendez-vous avec moi et en savoir plus, le premier rendez-vous est gratuit, se trouve dans la description de ce podcast. Donc, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi si ça t'intéresse d'aller plus loin et de faire ce travail sur toi de libération et de reconnexion. Allez, j'ai dit que j'arrêtais de parler, donc j'arrête de parler. Je te laisse donc à tes réflexions. Je trouve que ce dernier exemple est très intéressant. Je te remercie du fond du cœur d'être resté jusque-là. Donc si tu es là, c'est que ça t'a plu. Donc si ça t'a plu, s'il te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant 5 étoiles si tu m'écoutes sur iTunes, en mettant un commentaire si la plateforme sur laquelle tu m'écoutes te permet de laisser un commentaire, ou en partageant cet épisode pour que un
le plus grand nombre de personnes possible puissent avoir accès à ce chemin de libération et de reconnexion. Si tu veux voir les notes du podcast, si tu es quelqu'un de plus visuel, eh bien tu peux les retrouver sur marieperron.com/podcast/P23, puisque nous sommes dans l'épisode 23. Et sur ce, je t'embrasse, je te souhaite une très belle fin de journée, une merveilleuse semaine et je te dis à la revoyure.